bienvenue dans Avenir à domicile, le podcast d'Amatia qui donne la parole aux dirigeants. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Janton, dirigeant de la structure Atout Service 87. Bonjour Bruno. Bonjour Florian. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Alors, est-ce que, avant de commencer à poser les différentes questions, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc, je suis gérant d'un SAD, d'un service d'aide à domicile dans la Haute-Vienne en milieu rural depuis juin 2010. On est vraiment spécialisé dans le milieu rural et dans l'accompagnement des personnes dépendantes. D'accord. Donc aujourd'hui, le thème sera l'agilité pour les dirigeants de service à la personne. On sait que le secteur est en perpétuel mouvement, il faut s'adapter chaque instant. Et donc, à travers ton parcours, à travers tes décisions, on pourra voir comment toi, tu as été agile, souple, si je puis dire, depuis le moment où tu as repris la structure jusqu'à aujourd'hui et même demain. Donc, justement, tu n'as pas créé Atout Service 87, c'est une structure que tu as reprise. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à cette reprise ? J'avais une passion, on va dire, débordante pour le bien-être humain et pour les services à la personne depuis pas mal d'années. J'ai aussi accompagné mon père et plusieurs personnes de ma famille sur des fins de vie. Et j'ai eu l'occasion de reprendre cette structure qui était récente, puisqu'elle avait à peine 18 mois, mais qui ne pouvait pas être développée puisque les personnes qui l'avaient créée n'avaient pas de notion. On était vraiment dans le service, le multiservice, mais de base à très petite échelle, puisqu'il y avait que 2 salariés quand je l'ai repris. D'accord. Voilà. Donc c'est une structure de multiservice. Oui. Aujourd'hui, tu t'es plutôt spécialisé dans l'aide à domicile. Oui. Donc premier changement, première adaptation, pourquoi tu as pris cette décision ? La décision, elle est venue parce que on avait un réel besoin sur notre secteur d'avoir un accompagnement de qualité pour les personnes qui étaient dépendantes et vulnérables. Et malheureusement, il y avait un gros manque de personnel qui était formé aussi bien sur la gestion des structures qu'en intervenant. Et donc, on a décidé de prendre le virage pour aller vraiment aider les personnes vulnérables. D'accord. Tu t'es adapté par rapport à la zone, par rapport aux besoins des gens environnants. Et par rapport aussi à l'enrichissement du contact. D'accord. La partie entretien du logement, entretien du cadre de vie, c'est honorable, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça reste basique au niveau relationnel et au niveau enrichissement personnel et échange avec les personnes. D'accord. C'est aussi un moyen de donner du sens Oui. à ta carrière professionnelle. Et à ma vie. Et à ta vie, oui. Donc ça, c'était une première décision stratégique que tu as prise. Est-ce qu'il y a d'autres, justement, décisions aussi fortes que tu as pu prendre et surtout, comment tu as su que c'était la bonne voie ? La bonne voie, ça s'est caractérisé très facilement puisque au fur et à mesure qu'on s'est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des personnes, des personnes vulnérables, la renommée et la qualité de notre travail a commencé à rayonner un tout petit peu partout dans le secteur. Et le fait d'impliquer aussi les salariés dans les décisions, dans les décisions et les différentes modifications qu'il peut y avoir, puisque je pars du principe que c'est ceux qui font qui savent, même si j'en connais aussi une partie. Le fait d'impliquer les collaborateurs sur toutes les décisions. On a commencé à créer en 2014-2015 des équipes semi-autonomes. D'accord. Voilà. Au modèle Buurtzorg. Un peu, mais pas labellisé en interne à notre manière. D'où le semi. D'où le semi. Donc c'est de donner aussi un peu plus de sens aux équipes terrain. Ouais. Pour qu'ils soient plus impliqués, peut-être dans les décisions et opérationnelles. Oui. Très bien. Il y a beaucoup d'aléas dans les services à la personne, comme on l'a dit. Il y a beaucoup d'aléas. Oui. Et comment tu réussis au quotidien à t'adapter à ces changements ?
On essaye d'anticiper au maximum. Ouais, Alors, dans les aléas, pardon, on a toujours les problèmes qui peuvent être liés à l'absentéisme par rapport aux hospitalisations des bénéficiaires. On a aussi pas mal de problèmes au niveau, c'est pas des problèmes, hein, c'est une adaptation aux nouvelles réglementations, aux juridiques. Donc il faut sans cesse s'adapter, il faut sans cesse essayer d'anticiper. Alors pour tout ce qui est RH, le fait d'avoir des équipes semi-autonomes avec c'est des ce que j'allais personnes qui dire. sont impliquées, ça nous aide beaucoup, Ouais, puisqu'on a le volontariat aussi là-dessus. Les personnes connaissent. Donc elles disent moi je peux faire en fonction des disponibilités, de façon à ne jamais laisser un bénéficiaire en plan. d'accord. Et donc justement, le fait d'être organisé en semi-autonome, c'est comment ça t'aide à être plus réactif ou à demander un peu plus parfois aux intervenants, c'est On demande un peu plus et on donne un peu plus. ouais, C'est un échange de bons procédés. C'est du d'accord, donnant-donnant. Une salariée qui va avoir besoin d'une après-midi pour admettons, un rendez-vous médical ou pour même une absence perso, on va pas lui demander de justificatif de poser des demi-journées de congé. d'accord, Il y a aussi les plannings plus ou moins à la carte en fonction de la situation personnelle de la personne, des enfants à aller chercher à la garderie, des choses comme ça. On s'adapte toujours, donc c'est toujours du donnant-donnant. ouais, beaucoup d'écoute, Ouais. ok, Et beaucoup de communication. ok. Et dans justement une des décisions que tu as prises, c'était le changement de logiciel. Quand tu as repris la structure, elle avait pas de logiciel, c'est ça? Il n'y avait pas de logiciel, Ouais, donc étant informaticien un petit peu à la base, j'avais fait un truc maison donc jusqu'en 2018, mais on arrivait vraiment aux limites du fait maison. d'accord. Fait maison étant Excel, Fait maison étant Excel, étant les plannings Google, étant un d'accord. logiciel de facturation et de paye de base Ouais. qu'il faut adapter, paramétrer. Dans un puzzle Oui, de plein de logiciels, ouais, d'accord. avec tout ce que ça implique en travail derrière pour la facturation, pour les payes, etc., etc. Donc justement, quel est le moment où tu t'es dit, oula, là, il faut que je change de logiciel? 2018, on a vraiment pris conscience qu'on était aux limites de notre manière de travailler. On s'est structuré, on a testé, on a eu des démonstrations de plusieurs logiciels. Et du coup, on est tombé et on a choisi Ximi de Xelia parce que c'est celui qui correspondait le plus à notre activité et qui, pour moi, dans ce que j'ai pu voir, permettait le plus de pouvoir évoluer en fonction de nos besoins. Très bien. Au-delà du logiciel, mais lié à l'informatique, tu t'es inscrit dans le programme SMS numérique, donc qui est obligatoire, mais on y va à bon gré, mal gré parfois, parce que ça peut être vu comme énormément de contraintes. Est-ce que donc déjà, pourquoi tu t'es impliqué tôt? Est-ce que tu avais mis en place justement des actions même avant ce programme numérique? Et est-ce que toi, tu en vois des bénéfices pour ta structure? Alors c'est quelque chose qu'on avait anticipé et on avait déjà la manière de travailler avec la qualification des INS, les DMP, des choses comme ça. On avait déjà la manière de travailler en région Nouvelle-Aquitaine avec un logiciel qui s'appelle Paco Globule. D'accord. Donc on connaissait le principe, on sait que l'évolution était naturelle vers le Ségur du numérique, il fallait de toute façon y passer. On a travaillé de notre côté en amont et on s'est impliqué aussi à aider d'autres structures pour pouvoir y passer. Mais au jour d'aujourd'hui, on est opérationnel. D'accord. Et Paco Globule, c'est quoi exactement? Alors c'est un outil de coordination mis en place par l'ARS Nouvelle-Aquitaine qui reprend, on va dire, l'ensemble des données des bénéficiaires avec l'INS, les intervenants donc en équipe pluridisciplinaire, médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, les plateformes de coordination, les SAD, les SIAD, tout le cercle de soins et toutes les personnes qui D'accord. gravitent autour de la personne aidée. Donc avant le programme SMS numérique. Voilà, Et donc ça fonctionnait? ça fonctionne toujours. Ça fonctionne Ça toujours? fonctionne toujours. D'accord. Donc échange sécurisé entre professionnels, dans le même style que la MSS, mais en particulier sur une plateforme dédiée. D'accord, ok. Et ça, tous les acteurs de la région étaient dessus? Non. Non?
Non. Dans l'idée, oui, mais Dans l'idée, tout le monde ouais. aurait dû, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Et le Covid en 2020, malheureusement, a quand même beaucoup aidé Ah ouais, à la mise en place de ce genre d'outils. Ils d'accord. ont enfin reconnu l'utilité de pouvoir communiquer entre les différents professionnels. Et notre rôle à nous, SAD, a été mis en valeur parce qu'on était au plus près justement des bénéficiaires et on était les plus à même à pouvoir remonter des informations aux médecins, aux infirmiers, que ce soit les dégradations de cas, que ce soit des problèmes pathologiques, Ouais. sans prendre le rôle de médecin puisque c'est pas notre cas, mais de par des formations adaptées qu'on avait fait auprès du personnel, pouvoir détecter des problèmes pulmonaires, des choses comme ça, et pouvoir surtout donner l'alerte pour pouvoir réagir. Mmh. Je dirais c'est un des bénéfices du Covid, si on peut dire qu'il y a eu des C'est bénéfices. un des Ce bénéfices. qu'il en ressort, c'est un vrai besoin de digitaliser, de partager à distance, Et de coordonner. et de coordonner. Ouais. Nous, on le voit même pour Amaltia, pour Xelia en général. C'est vrai que il y a eu un après Covid où on a mis en place des logiciels comme Teams pour échanger et être proche, même si physiquement on était à distance. Et c'est vrai que tout ce qui est cercle de soins aussi a eu le vent en poupe pour tout ce qui est partage. Ouais. Quand on gravite autour des personnes fragiles, la communication, elle est essentielle. Mmh. Et donc, en plus de l'effet post-Covid, peut-être le programme SMS numérique avec des fonds, parce que ça Oui. aussi, ça change tout, donc de financement, de création de grappes pour aider les structures à se regrouper pour aller demander des financements, pour améliorer leur logiciel, aidera aussi à mieux se coordonner dans ce cercle de soins. Et nous permettra aussi, à partir du même outil qui est notre logiciel métier, Ouais, de pouvoir faire exactement la même chose qu'on faisait avant, mais en ayant plusieurs outils. Le fait d'accord. d'avoir une plateforme qui va tout centraliser, des échanges avec les autres professionnels de santé, c'est un truc, c'est merveilleux. Mmh. Mmh. Et efficace. Et efficace. Je pense qu'on le verra peut-être demain, l'efficacité, quand tout sera mis en place. Ouais. Donc justement, on parlait de grappes. Donc c'est quoi, une vingtaine de structures qui se mettent ensemble avec un même logiciel Oui. pour le mettre en conformité et demander des sous auprès de la région. Il y a un porteur de grappe pour chaque grappe dans toutes les régions. Toi, tu as été porteur pour ta grappe. Je le suis. D'accord. Tu l'es encore, parce que la grappe est toujours en cours, c'est ça? La grappe a été déposée elle a été validée au mois de juillet. Donc D'accord. on est en Donc c'est plein tout dedans. récent, en Ouais. plein dedans. C'est quoi le rôle d'un porteur? Le rôle d'un porteur, c'est pouvoir on va dire centraliser les informations et servir de pivot entre l'aide à la maîtrise d'ouvrage et les autres intervenants de la grappe, pouvoir centraliser les financements pour les redistribuer après sur des justificatifs. Et on a aussi un rôle, mais peut-être que ça m'est propre, d'aide vraiment aux autres structures, puisque nous, à notre stade, on est bien avancé et ça Hmm. permet de pouvoir aider ceux qui sont un peu plus en retard. D'accord. Et est-ce que justement, est-ce que cette grappe va vivre au-delà de cette demande de financement et de la mise en place de l'évolution du logiciel? Je pense que oui. Ouais. Oui, oui. Donc c'est un moyen aussi d'échanger comme un club de dirigeants de service à Oui, la personne. oui. D'accord. Avec l'avantage d'être sur le même outil, donc de Ouais. parler de la même chose et le même langage. Oui. Surtout que là, il y a un peu tout qui est imbriqué entre les changements du marché législatif, les changements du logiciel, les accompagnements, et du coup, les échanges entre dirigeants est hyper important pour savoir comment ça se passe, peut-être dans d'autres régions, dans d'autres à côté, pour avoir un effet de groupe, quoi. Et justement, en termes d'échanges, toi, je sais que tu es très impliqué dans la FESP. Oui. Donc, je suis référent départemental au niveau de la Fédération des entreprises de services à la personne. Euh,
En étant référent départemental, ça implique aussi que j'ai aussi beaucoup de communication avec l'ensemble de mes collègues sur le territoire métropolitain et outre-mer. Et donc c'est pareil, c'est des échanges qui sont enrichissants. On est tous là pour s'entraider. Et le fait d'avoir avancé sur certains domaines ou d'avoir une connaissance dans certains domaines permet d'aider les autres. Donc on échange avec des canaux, ça peut être des canaux WhatsApp, des mails. Mmh. Donc non, on est une belle émulsion et un beau croisement de compétences au niveau des services qui peuvent être dans les services à la personne. Ouais. Donc on le voit que ce soit à travers les grappes, que ça soit à travers les fédérations, qu'il y a un gros besoin de partager. La connaissance n'a d'importance que quand elle est partagée. Mmh. Garder la connaissance pour soi, ça sert à rien. Ouais, ouais. Et justement, à travers la FES, je crois que demain, tu prends un nouveau Donc, poste. demain, on a une commission maintien à domicile et je vais prendre la présidence de la commission maintien à domicile en remplacement de mon ami Loïc Gobet qui a d'autres responsabilités et qui, du coup, a besoin de se décharger un peu en temps. Ah, bravo. Donc, on m'a proposé le poste de président de la commission. Et en quoi consiste justement ce rôle? Centralisé. Toujours. Centraliser, échanger avec aussi les permanents de la fédération pour pouvoir approfondir des sujets, donner des idées sur différentes réunions qu'ils peuvent avoir, que ce soit les conventions avec la CNSA, avec les ministères, quand on aura un ministre, c'est ce genre de choses. D'accord. C'est toujours essayer de faire avancer nos valeurs et notre point de vue au bénéfice de tout le monde. D'accord. Donc, centraliser les besoins pour les remonter aux politiques, aux décisionnaires, et faire en sorte que ça avance dans le bon sens. On essaye. On essaye. Et justement, quand vois-tu l'avenir? L'avenir des services à la personne sera fortement digitalisé. D'accord. Ça devient une obligation et ça a aussi un côté très pratique. Mmh. Le fait de pouvoir travailler en mobilité, que ce soit sur les intervenants, sur le terrain, en remontant les informations sur des cahiers de liaison numériques, avec la télégestion qui va finir par devenir obligatoire dans nos métiers, la digitalisation va être complètement indispensable. Donc ça va faire partie des défis parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec l'informatique et avec le digital. Mmh. Donc ça va être un gros défi de pouvoir essayer d'amener ça à tous les échelons. Mmh. Ah, t'as commencé à le dire avec le Ségur du numérique où on essaye de créer un cercle de soins pour partager. Ouais. Là, on commence peut-être au niveau des encadrants. Après, il faut redescendre au niveau des intervenants. Ouais. Et après, il faut que les médecins s'y mettent, les infirmiers, les kinés, et de faire en sorte que toutes les informations, les bonnes informations remontent au bon endroit. Ça va être le challenge. Ça va être le challenge. Mais c'est fondamental pour que on répète pas, on n'oublie pas, et que ça soit le plus efficace possible. Oui, sachant que dans l'avenir, on va aussi avoir la télémédecine qui va arriver, qui va pouvoir être liée peut-être à des logiciels comme les nôtres. Donc, à un moment donné, il va falloir que on soit tous beaucoup plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Et justement, qu'entends-tu par télémédecine? Alors, il y a un arrêté qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça doit être après le 15 août justement, qui autorise les outils de télémédecine liés aux téléassistances pour la surveillance de patients particuliers, Alzheimer, etc., etc. Donc, après, à mon avis, ça concerne plus les futurs services autonomie à domicile avec un pôle soins. De toute façon, il y a une responsabilité d'infirmier et de médecin coordinateur dessus. Donc, mais ça fera partie des choses auxquelles nous allons être confrontés et nous allons les avoir. D'accord. Donc c'est aussi de faire appel à de la téléassistance avec peut-être ce qui existe déjà, hein, la domotique. Ouais. On va détecter les ouvertures de portes, les signaux forts ou faibles, de savoir si la personne a besoin d'aide et que l'information puisse aussi remonter à toutes les personnes concernées. Avec aussi différents modules
où il y a des capteurs de tension, En plus, etc., ouais. etc. Donc il y a vraiment un côté, en plus de la domotique classique qui elle commence déjà à être bien implantée, on aura une partie médicale mais dédiée aux remontées d'informations sur les médecins et sur les infirmières qui va augmenter. Parce que ça peut faire peur aussi, ça, d'être Ça avoir peut, des humains ouais, ultra contrôlés, mais en même temps, en fait, c'est une crête qui peut être difficile des qui fois. va être difficile à passer. Ouais, mais qui est importante pour bien suivre les personnes à domicile, parce que c'est des personnes parfois, souvent, qui sont isolées Oui. et qui sont souvent en détresse, donc il faut interagir très vite. C'est ça. Ouais, ok. Si tu devais donner un conseil aux dirigeants de service à la personne dans ce secteur en mouvement, Et parfois malmené. Je dirais, croyez-y, formez-vous, formez les autres, et continuez à faire ce métier par passion, parce que sans passion, on a du mal à avancer avec ce qu'on peut, on va dire, subir au quotidien de tous les côtés. Ça peut être toujours compliqué, mais à partir du moment où la passion est là, tout va. c'est ce qui nous maintient C'est ce qui nous maintient et qui nous fait avancer. exactement. Merci Bruno. Merci Florent. Merci à tous d'avoir suivi le podcast d'Amaltia. Amaltia qui fait de l'accompagnement pour les structures de service à la personne et de la formation. Formation métier pour les encadrants, pour les intervenants. D'ailleurs, tu as été accompagné par Amaltia, notamment dans le Ségur du numérique. Oui. La suite au prochain épisode et à bientôt. Merci. Merci.